Une hôtesse de l'air raciste a humilié un milliardaire noir. Sa vengeance a choqué les États-Unis. Le matin où tout a commencé, le ciel de New York s'étendait sans un nuage, d'un bleu presque irréel. L'aéroport JFK, comme toujours, bourdonnait d'une vie presque mécanique. Les voix dans les haut-parleurs appelaient les passagers à leur porte. Les valises roulaient, les enfants râlaient, les adultes pianotaient nerveusement sur leur téléphone. C'était un matin ordinaire, dans un monde qui prétendait tourner normalement. Mais dans cette marée humaine faite de costumes pressés et de vacanciers colorés, un homme marchait à contre-courant. Il ne courait pas. Il ne regardait pas sa montre. Il avançait, simplement, presque comme s'il glissait entre les autres. Marlon Kingsley Williams, 42 ans, silhouette droite, chemise ivoire à col Mao, manteau long couleur sable. Des chaussures italiennes, sobres. Pas un seul bijou. Aucun signe ostentatoire. Pourtant, tout en lui respirait la maîtrise. La classe muette de ceux qui n'ont rien à prouver. Peu de gens le reconnaissaient. Et cela lui convenait. Derrière son apparente normalité, se cachait un esprit hors norme. Marlon était le fondateur de Horizon Lab, une entreprise qui avait révolutionné les systèmes d'intelligence embarqués dans les voitures autonomes. Il était aussi l'un des principaux investisseurs dans des technologies vertes utilisées aujourd'hui dans les métros de Tokyo, les hôpitaux d'Afrique, les satellites civils de communication. Mais ce matin-là, il n'était pas un homme de chiffres ou de conférences. Il était simplement un homme fatigué. Ses yeux portaient le poids d'une nuit blanche. Il avait enchaîné réunions et interviews, répondu à des appels jusqu'à l'aube. Ce vol vers Los Angeles, en première classe, n'était pas un caprice, mais un refuge temporaire. Un cocon de silence où il espérait recharger ses forces. Il avait réservé sa place des semaines à l'avance. Il ne voulait rien d'autre qu'un peu de paix. Mais dès qu'il mit le pied dans la cabine, un frisson le traversa. Il sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Les regards ne s'étaient pas encore posés, mais il les pressentait. Comme une pression invisible, un poids dans l'air. Il le connaissait trop bien, ce poids. C'était celui du soupçon, du doute, celui qu'on réserve au hors contexte. Et pour ces passagers-là, un homme noir dans cette section luxueuse était hors contexte. Il prit place en silence. Siège 1A. Fenêtre. Il rangea soigneusement son ordinateur dans la pochette devant lui, sortit un petit carnet de notes et s'installa, les yeux fermés un instant. Il tenta d'ignorer les chuchotements derrière lui. Mais ils s'intensifièrent quand une hôtesse approcha. Chloé Simmons. La trentaine bien entamée. Blonde, impeccable, sourire figé comme peint au pinceau. Elle s'arrêta net devant lui, comme s'il y avait eu une erreur informatique. « Monsieur, je crois que vous vous êtes trompé. Cette section est pour la première classe. » Marlon rouvrit les yeux lentement. Il n'était pas surpris, pas vraiment. Mais il s'étonna toujours de la manière, du ton, de l'aplomb. « Je sais. Voici mon billet, dit-il, en tendant calmement sa carte d'embarquement. Elle ne la prit pas tout de suite. Elle le regarda d'abord, droit dans les yeux, comme si elle évaluait s'il disait vrai. Puis elle saisit le billet du bout des doigts, comme si elle manipulait quelque chose de suspect. Elle fronça les sourcils, l'examina rapidement, puis sans un mot, se retourna brusquement. « Je vais vérifier avec mon supérieur. » Et elle partit, droite comme un sabre. Derrière lui, les voix devinrent plus audibles. Il a peut-être glissé derrière un groupe. Non, sérieux, c'est pas une blague? Le mec est en pull. C'est sûrement un basketteur. Ou un rappeur qui se prend pour Dieu. Marlon respira profondément. Il aurait pu se lever. Il aurait pu crier, exiger le respect. Mais il ne fit rien. Car il savait que dans ce genre de moment, la colère ne faisait qu'alimenter les stéréotypes. Il se souvenait de sa mère, les larmes aux yeux, lui expliquant à 9 ans comment se tenir dans les magasins, comment ne pas faire peur, comment ne jamais réagir trop vite. Mais ce jour-là, malgré son calme apparent, un feu nouveau s'allumait en lui. Il ressentait une douleur familière, oui, mais aussi une indignation plus profonde, plus froide. Car cette scène, il l'avait vue 1000 fois dans d'autres corps. Dans les yeux de jeunes qu'on fouillait au hasard. Dans les CV rejetés sans lecture. Dans les portes qu'on fermait sans raison. Et là, il réalisait. Il n'était pas le seul à être jugé à l'embarquement.
Il représentait tous les autres. Le supérieur de Chloé arriva finalement, un homme d'une 50aine d'années, au regard fuyant et à la cravate mal nouée. Son visage semblait usé, marqué par l'habitude de s'excuser sans conviction. Il jeta un œil au billet de Marlon, hocha la tête avec une nervosité palpable, et déclara « Monsieur Williams, je suis sincèrement désolé pour ce malentendu. Tout est en ordre. Vous pouvez rester à votre siège. » Puis il s'éclipsa aussi vite qu'il était arrivé, comme un homme qui a désamorcé une bombe qu'il ne comprend pas. Autour de Marlon, les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence gêné. Certains passagers détournèrent les yeux. D'autres fixèrent leurs tablettes comme si rien ne s'était passé. Mais Marlon, lui, n'oublia rien. Il restait parfaitement immobile, le regard tourné vers le hublot, mais à l'intérieur, un ouragan prenait forme. Il ne voulait pas crier. Il ne voulait pas publier une vidéo. Il ne voulait pas faire un scandale. Ce n'était pas son style. Sa vengeance serait lente, silencieuse, mais inoubliable. Ce que Chloé Simmons et la plupart des passagers ignoraient, c'est que Marlon Kingsley Williams n'était pas seulement un client de première classe. Il était un stratège. Un homme aux ressources immenses et aux connexions puissantes. Il possédait déjà des parts dans plusieurs compagnies aériennes concurrentes. Il connaissait ce monde de l'aviation mieux que bien des PDG. Dès son arrivée à Los Angeles, il convoqua son équipe juridique, discrètement. Il ne mentionna pas encore l'incident. Il se contenta de dire. Je veux que vous enquêtiez sur Skystar Airlines. Tout. Leurs pratiques internes, les politiques RH, les plaintes des employés. Je veux savoir ce qu'ils cachent sous les tapis rouges de leur salon VIP. 2 semaines plus tard, le rapport tomba. Accablant. Un historique de discrimination raciale documenté. Des plaintes étouffées. Des licenciements injustifiés. Des témoignages d'anciens agents de bord décrivant une culture d'apparence où les clients noirs, arabes ou asiatiques étaient souvent traités avec moins d'égard, considérés comme suspects ou déplacés en classe inférieure sans justification. Marlon resta silencieux en lisant le rapport. Puis il referma le dossier. Très bien. On va racheter cette compagnie. Ses associés, au début, crurent à une plaisanterie. Mais Marlon ne plaisantait jamais quand il s'agissait de dignité. Avec un consortium d'investisseurs privés, et via une série d'achats silencieux en bourse, il lança une OPA hostile. En moins de 2 mois, il acquit une majorité des parts de Skystar Airlines. Il devint l'actionnaire principal, sans tambour ni trompette. Il changea les structures de direction, réorganisa les départements, et installa des équipes internes chargées de revoir toutes les politiques de traitement des passagers et du personnel. Mais il ne fit pas encore de déclaration publique. Il attendait le bon moment. Et ce moment arriva 3 mois plus tard, lors du vol inaugural du nouveau programme Skystar Premium Horizon, un projet ambitieux destiné à offrir une expérience de luxe entre Los Angeles et New York. Tout le gratin de l'industrie y était invité. Presse, partenaires, influenceurs. Ce jour-là, Marlon monta à bord vêtu d'un costume gris foncé, parfaitement ajusté. Une montre discrète, un badge de superviseur autour du cou. Il était méconnaissable. Quand Chloé Simmons le vit, elle eut un sourire automatique. Puis elle s'arrêta. Elle fronça les sourcils. Elle le reconnut. Et son sang se glaça. Marlon la regarda droit dans les yeux. Pas de colère. Pas de mépris. Juste une vérité calme et posée. Il demanda à voir toute l'équipe de bord. On les réunit dans une petite salle avant le décollage. Certains avaient entendu parler de lui. D'autres non. Il prit la parole, doucement. Pas un discours. Une révélation. J. Swiss Marlon Kingsley Williams. Il y a quelques mois, j'ai pris un vol avec cette compagnie. Vous ne m'avez probablement pas remarqué. Mais ce jour-là, j'ai été humilié. Pas parce que j'avais causé un problème. Mais simplement à cause de ce que je suis. Il fit une pause. Le silence était total. Il poursuivit, la voix basse mais ferme. Ce jour-là, on ne m'a pas vu comme un client. On m'a vu comme un intrus. Un imposteur. Parce que ma peau ne cadrait pas avec le fauteuil en cuir. Il laissa passer quelques secondes. Le silence devint presque douloureux. Aujourd'hui, cette compagnie m'appartient. Et je suis ici pour vous dire que jamais,
tant que je serai aux commandes, un être humain ne sera humilié dans une cabine que je possède. » Il se tourna vers Chloé. Son regard était droit, mais sans haine. « Madame Simmons, je ne suis pas ici pour vous punir. Je suis ici pour vous réveiller. Vous avez 2 choix. Le premier, suivre une formation intensive de 90 jours, encadrée par des experts, sur la diversité, la conscience raciale, le respect humain et la psychologie du biais inconscient. Ce sera dur. Mais vous changerez. Pause. Le second choix, quitter cette compagnie. Aujourd'hui même. Chloé, tremblante, ouvrit la bouche. Aucune parole ne sortit. Puis elle hocha la tête. Lentement. Je veux rester, murmura-t-elle. J.E. Veux apprendre. Et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas de honte. Pas de peur. Mais de lucidité. L'histoire, pourtant soigneusement gardée confidentielle par Marlon, finit par s'échapper. Non pas par une fuite calculée, mais par un élan sincère d'un ancien employé, Jared McNeil, technicien au sol chez Skystar Airlines. Il avait été témoin, des mois plus tôt, de l'humiliation que Marlon avait subie, et de l'OPA silencieuse qui avait suivi. Ce jour-là, il avait compris qu'il assistait à quelque chose de rare, un acte de résistance sans violence, une révolution par le rachat. Jared raconta tout à une journaliste du New York Chronicle, dans un témoignage sobre mais puissant, qui fut publié sous le titre « L'homme qui a racheté son humiliation ». L'article explosa. Viral en moins de 48 heures. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se comptaient par millions. Les hashtags Marlon Kingsley, #ClasseDigne et #Juste et Implacable grimpaient en tendance mondiale. Mais ce qui surprit les médias, ce ne fut pas tant la richesse de Marlon. C'était son silence. Son calme. Son refus de chercher la vengeance aveugle. Il n'avait ni crié, ni insulté, ni publié de vidéos accusatrices. Il avait simplement agi. Stratégiquement. Humainement. Radicalement. Les plateaux télé s'enflammèrent. Des experts sociaux, des philosophes, des anciens militants des droits civiques commentaient son geste. Certains le comparaient à Martin Luther King avec des parts boursières. D'autres disaient qu'il incarnait une nouvelle forme de leadership, éthique, économique et élégamment subversif. Et partout, une phrase revenait, comme un mantra. Il n'a pas élevé la voix. Il a élevé les standards. Rapidement, l'effet Marlon se fit sentir. Dans les semaines qui suivirent, des milliers de jeunes Afro-Américains lui écrivirent. Certains lui racontaient leurs humiliations dans des entretiens d'embauche, d'autres leur rêve de devenir pilote ou ingénieur, freinés par des barrières invisibles. Marlon répondit. Pas à tous, mais à beaucoup. Avec des mots simples, mais puissants. Continue. Même si on t'écarte, avance. Il fit plus que répondre. Avec le conseil d'administration de Skystar, il lança un programme sans précédent. 10 bourses complètes par an, à destination de jeunes issus de quartiers marginalisés, pour intégrer des écoles d'aviation, d'ingénierie aéronautique ou de formation au métier du ciel. Mentorat professionnel encadré par des cadres de l'entreprise. Et surtout, un comité d'éthique interne chargé de réviser tous les protocoles de traitement des passagers et du personnel, avec obligation de résultat. Mais ce n'était pas tout. Dans un geste symbolique, Marlon fit inscrire sur chaque appui-tête en première classe une phrase, en lettres dorées, simple et puissante. Quand on vous traite comme si vous n'étiez rien, montrez que vous êtes tout. M.K. Williams. Chaque passager la lisait en s'asseyant. Et beaucoup, blancs, noirs, asiatiques, latinos, la photographiaient, la partageaient, la méditaient. Peu à peu, les compagnies concurrentes furent forcées de suivre. Pas par obligation morale, mais par pression du public, par peur d'être perçue comme à l'ancienne, excluante, discriminante. Certaines engagèrent des consultants en diversité. D'autres reconsidérèrent leur recrutement, leur formation, leurs critères implicites. Et surtout, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation civile américaine, des pilotes noirs furent promus à des postes de commandement à grande échelle. Des visages oubliés prirent le micro. Des prénoms ignorés devinrent des figures. Et dans les cabines, des passagers noirs, arabes ou métissés furent regardés avec le respect qu'ils avaient toujours mérité, non pas comme des exceptions, mais comme des évidences. Marlon, fidèle à lui-même, refusa les interviews les plus tapageuses. Il déclina les propositions de films,
de séries, de biographies. Quand on lui demanda pourquoi il ne profitait pas de sa nouvelle notoriété, il répondit « Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce qu'on laisse derrière nous. » Et ce qu'il laissa fut immense. Une compagnie changée. Des destins redirigés. Une société secouée. Et dans les cieux américains, plus jamais un regard ne pesa sur un passager noir comme un fardeau. Grâce à un homme. Grâce à sa patience. Grâce à sa vengeance juste, silencieuse et exemplaire.